Pourquoi éviter les ETF? Quels sont les risques d'investir dans des fonds indiciels passifs que sont les trackers? Tu t'en es aperçu, dans mes vidéos, je te parle très souvent d'ETF car je considère qu'il s'agit d'une stratégie optimisée pour investir passivement et surtout efficacement. Mais il est toujours bon de garder en tête les risques liés aux ETF, particulièrement lorsque l'on investit une part importante de ses économies dessus. Dans cette vidéo, je te présente les principaux risques liés aux ETF ou en tout cas les arguments en faveur de ces derniers et je termine en te donnant mon avis personnel sur le sujet. Alors, ETF, danger ou pas ? Les ETF, aussi appelés trackers, séduisent de plus en plus les jeunes investisseurs. Que ce soit BlackRock, le leader mondial au niveau de ses produits, ou les courtiers comme Trade Republic, tous constatent un réel engouement pour ces fonds qui répliquent la performance globale d'un indice boursier. Environ 20% des montants investis actuellement en Europe le seraient sur des ETF. Cela signifie que 80% de la population préfère toujours choisir eux-mêmes leurs actions en faisant du stock picking ou encore souscrire à des fonds gérés activement et payer des frais de gestion très importants chaque année. 80%. Clairement, je pense que de nombreuses personnes gagneraient à s'abonner à cette chaîne YouTube pour faire fructifier leur épargne efficacement. Et tant que tu y es, profites-en pour liker cette vidéo. Pour rappel, un ETF, aussi appelé tracker, est un panier d'actions qui vise à répliquer la performance d'un indice donné. Je prends un exemple. Le CAC 40, dont tu as sûrement entendu parler, est un indice composé des 40 plus grosses entreprises françaises. Si tu veux suivre le marché français, il faudrait, en théorie, acheter une à une les valeurs qui composent cet indice. Difficile à mettre en œuvre pour un particulier. Les grandes institutions bancaires ayant flairé l'opportunité, elles vous proposent ainsi d'acheter pour vous chacune des 40 actions en les regroupant toutes ensemble dans un fonds dont vous pouvez acheter directement les parts. Il s'agit des fameux ETF qui en un clic et pour très peu de frais vous permettent d'acheter de petites portions de la totalité des entreprises qui composent un indice, ce qui permet d'investir de façon très diversifiée et à moindre frais. Alors pourquoi cette approche d'investissement basée sur les ETF peut-elle devenir dangereuse ? Investir en ETF est un investissement en bourse, donc risqué. En effet, si l'on se rend sur le site de l'autorité des marchés financiers, vous pouvez voir que le risque principal est lié aux variations de l'indice suivi. Un ETF étant constitué de toutes les actions d'un indice, si la valeur de ces dernières baisse, alors celle de l'ETF suivra le même sort, inexorablement. Vous êtes donc exposé aux variations des marchés à la baisse comme à la hausse. L'AMF précise également qu'il existe un risque lié aux devises dans lesquelles vous investissez. Forcément, si vous investissez dans un ETF américain, vous êtes exposé au dollar. Donc si celui-ci chute face à l'euro, vous perdrez de l'argent. Et vice-versa, bien entendu. L'AMF mentionne ce risque pour les ETF cotés en devises étrangères. En réalité, ce n'est pas tout à fait exact. Le risque de change est présent pour tous les ETF qui répliquent des indices dont les sociétés font des bénéfices à l'étranger, peu importe qu'ils soient cotés en euros ou en devises étrangères. Mais ne fâchons pas l'AMF, le principal est dans leurs documents. Dans tous les cas, de mon point de vue, si tu investis en ETF, tu investis en bourse. Donc tu es normalement conscient du risque de perte en capital. La vraie question à se poser serait plutôt, les ETF sont-ils plus risqués que les autres formes d'investissement en bourse ? Selon une étude de Vanguard qui compare les performances des fonds gérés activement aux ETF, sur une période de 10 ans, un ETF battra 98% des gestionnaires de fonds professionnels en termes de performance absolue. Cette même étude nous montre
que la performance ajustée au risque, c'est ce qui nous intéresse aussi, est également en faveur des ETF dans 91% des cas. Les ETF ont de meilleurs ratios rendement-risque que les fonds gérés activement par des professionnels. Pour illustrer cela, nous pouvons prendre l'exemple de Bill Miller, le gestionnaire du fonds Legg Mason Value Trust, qui a réussi une prouesse incroyable. Battre le marché américain, représenté par le S&P 500, chacune des 12 années consécutives entre 1974 et 1986. On pouvait alors penser que ce n'était pas de la chance. Il faisait partie des 2% de gestionnaires de fonds capables de battre un ETF. Un investisseur pouvait donc logiquement, à l'époque, envisager de lui confier tout son argent. Malheureusement, sur les 18 années suivantes, le fonds n'a rapporté que 4,1% par an en moyenne, contre 12,6% pour un ETF S&P 500, soit une sous-performance de 70% environ. À mon sens, deux enseignements sont à tirer de cela. Premièrement, que confier votre argent à un gestionnaire de fonds n'est pas moins risqué que de l'investir via un ETF. Et cela ne vous garantit nullement une performance supérieure. Et c'est même complètement l'inverse sur le long terme, comme on vient de le voir. Et le deuxième point est que si un gestionnaire de fonds professionnel de la finance qui gère des milliards avec des moyens quasiment illimités au niveau de l'analyse, si lui-même ne parvient pas à faire mieux qu'un indice global, comment alors un investisseur lambda comme toi et moi pourrait y arriver? C'est seulement possible avec la chance du débutant. Cela va peut-être durer 1 an ou 2, mais tôt ou tard, on serait balayé par la dure réalité que l'on ne peut pas battre un professionnel dans le choix des actions en bourse. Professionnel qui, pour rappel, lui-même ne fait pas mieux qu'un simple ETF. Risque numéro 3. Je ne choisis pas les actions dans lesquelles j'investis via un ETF et donc j'achète indirectement des bonnes et des mauvaises actions. Que répondre à cela? Effectivement, investir dans un ETF nous fait acheter l'ensemble des entreprises d'un marché. Cependant, il faut distinguer les meilleures entreprises du point de vue de la qualité d'exécution du business des meilleures entreprises du point de vue du retour sur l'investissement en bourse. Je prends un exemple. À votre avis, quelle est l'entreprise la plus qualitative entre Renault d'un côté et Michelin de l'autre? Évidemment, 90% d'entre vous répondront Michelin pour la croissance et la stabilité de ses revenus, contre Renault qui est une société très cyclique qui peut perdre beaucoup d'argent. Comment gagner, bien entendu. Pourtant, si l'on regarde la performance 1 an, on voit que Renault écrase littéralement Michelin. Ce n'est qu'un exemple. Mais il ne faut pas perdre de vue que parfois ce ne sont pas les entreprises qui ont les meilleurs business, les meilleures statistiques qui font les meilleures performances sur une période donnée. Ce que je veux dire, c'est que vous aurez beau sélectionner avec soin les entreprises qui sont les plus qualitatives avec tous les ratios que vous voulez, cela ne vous garantit aucunement d'avoir sélectionné les entreprises qui auront la meilleure performance dans les mois à venir. Mon argent est-il en sécurité lorsque j'investis via un ETF? Quel est le risque de contrepartie? Il existe 2 grands types d'ETF. Les ETF à réplication physique et ceux à réplication synthétique. Les ETF dits physiques achètent directement les actions correspondantes lorsque vous achetez une part d'ETF. Celle-ci détient donc directement les actions pour vous. Cela revient au même que d'investir dans le fonds d'un gérant professionnel qui conserve pour vous vos actions. À noter que certains ETF peuvent prêter les titres détenus pour améliorer la performance de l'ETF. Cela rajoute un risque de contrepartie, mais en général, ce prêt est surcollatéralisé, c'est-à-dire que la valeur de la garantie prise pour le prêt des titres est supérieure à la valeur des titres prêtés. Lorsque vous achetez des parts d'un ETF synthétique, celui-ci va acheter physiquement des actions sans lien avec l'indice répliqué. En général, de très grosses entreprises avec une forte liquidité. L'émetteur de l'ETF va en parallèle souscrire ce qu'on appelle un swap,
avec un autre établissement bancaire. Ce swap est un produit dérivé dont l'objectif va être d'échanger la performance des actions détenues contre celle de l'indice que l'on souhaite répliquer. Ce swap entre les deux banques est assuré contre le risque de contrepartie. Donc même si l'émetteur de celui-ci faisait faillite, les pertes seraient compensées. Le sujet est assez technique. Je vous mets le lien d'un article qui est vraiment top en français, très qualitatif, rédigé par un trader professionnel qui a eu l'occasion d'étudier ces mécanismes en détail dans le cadre de la gestion d'un portefeuille d'ETF de 5 milliards de dollars. Sa conclusion est que le différentiel de risque entre un ETF synthétique et un ETF physique est marginal. Votre argent investi en ETF n'est a priori pas plus risqué que si vous l'investissez via un fonds géré activement par un professionnel. Dans tous les cas, une banque conserve vos actions à part pour vous. Autre interrogation qui revient souvent, que se passe-t-il si l'émetteur de l'ETF arrête sa commercialisation? Il vous suffit alors de vendre vos parts. L'ETF vendra les actions détenues associées et vous récupérerez ainsi votre argent. Et si, plus compliqué, l'émetteur de l'ETF fait faillite, vos titres sont toujours votre propriété. Donc vos investissements seront probablement bloqués un certain temps, mais vous devriez pouvoir récupérer la possession de vos titres in fine. En comparaison avec un achat en direct d'une action, investir en ETF nous expose donc à un risque de contrepartie supplémentaire si l'émetteur du swap ou de la banque dépositaire des titres de l'ETF font faillite. Mais ce risque est assuré dans le cas des ETF synthétiques ou surcollatéralisé dans le cas du prêt des titres d'un ETF physique. En théorie, lorsque vous achetez une part d'ETF, l'émetteur achète chaque entreprise constituant l'indice pour suivre le marché réel. Cependant, comme le marché de l'ETF prend de l'ampleur, si une personne veut rentrer dans un ETF et une autre en sortir au même moment, au final, l'émetteur ne va pas acheter puis revendre les 40 actions. La part de l'ETF achetée va compenser en réalité la part de l'ETF vendue. Et sur certains marchés, les ETF sont devenus tellement utilisés que les volumes d'échange des parts d'ETF dépasse celle de l'indice sous-jacent, c'est-à-dire celui des actions qui le composent. Tant que tout va bien, aucun problème. Mais imaginons que tout le monde souhaite vendre ses parts d'ETF au même moment. L'émetteur devra alors réellement vendre les actions détenues sur le marché réel. Mais si le volume est trop important, car les ETF ont pris trop d'importance en part de marché, alors le marché en direct ne pourra pas absorber toute la vente. Et les prix pourraient donc cracher très violemment ou se retrouver bloqués s'il n'y a plus personne en face pour racheter les titres mis en vente sur le marché par l'ETF. Ce risque de liquidité est préoccupant, mais semble inévitable et même si vous n'investissez pas en ETF, vous en subirez les conséquences. En effet, si la valeur des actions composant un indice baisse fortement car il n'y a plus assez de demandes pour absorber toutes les ventes d'un ETF, vous avez beau détenir, vous, ces actions en direct, la valeur de votre portefeuille baissera autant que celui de quelqu'un qui a été à l'origine investi en ETF. Et il n'y aura également pas plus de monde pour venir vous racheter à vous vos titres que ceux de l'ETF. Vous seriez donc une victime collatérale du système ETF, même si vous ne les utilisez pas. En résumé, je pense que les ETF sont un vecteur d'investissement qui est devenu, entre guillemets, too big to fail. Les acteurs de la finance sont trop interconnectés et leurs connexions sont vraiment profondes, comme on l'a vu avec le prêt de titres ou encore les swaps. Les ETF ont cependant traversé de nombreuses crises sans encombre pour leur fonctionnement. Et à mon sens, seule une crise systémique pourrait représenter une réelle menace pour ces derniers. Et une telle crise systémique dans le segment des ETF se répercuterait inévitablement à tous les investisseurs. Que vous soyez investi en ETF via des fonds en gestion active auprès d'un professionnel ou via des titres vifs que vous avez achetés directement sur le marché. Si le système flanche, il ne semble pas y avoir de moyen d'éviter de couler avec tout le monde.
Donc, dans l'attente de peut-être se retrouver un jour entassé dans le même canot de sauvetage comme tout le monde, autant profiter de la traversée sur le paquebot le plus performant, c'est-à-dire celui de l'ETF tant que tout va bien. Ceci n'est pas un conseil en investissement, à vous de faire vos propres recherches pour savoir si investir en ETF vous semble pertinent ou pas, ou trop risqué. Maintenant que j'ai parlé des risques systémiques liés aux ETF, pour être complet, je dois te parler des risques chiffrés d'investir en bourse via la vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle complète parfaitement celle que tu viens de regarder à l'instant pour avoir un panorama complet des risques lorsque tu investis en bourse. Combien peut-on perdre? Est-ce forcément dangereux pour ton épargne d'investir en bourse? Et surtout, comment se prémunir de ces risques? Tout est expliqué ici